Bonjour à toutes et à tous. On va peut-être attendre que les personnes se connectent encore. Bonjour Sandrine. Bonjour Bonjour. Alban. Bonjour. On va pas tarder à démarrer. On attend les derniers arrivants. On attend encore une petite minute. On va pouvoir démarrer, je pense, pour respecter le timing. Donc déjà, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à ce deuxième webinaire organisé par le département Conseil en organisation en engagement dont je suis la responsable en France au sein de Workplace Option. Depuis de nombreuses années, effectivement, au sein de Workplace Option, nous accompagnons les entreprises qui vivent des projets de réorganisation, de restructuration. Notre mission, c'est de pouvoir les aider à mettre en place des dispositifs efficaces pour prévenir les risques psychosociaux en période de réorganisation, tout en conciliant la performance organisationnelle et la santé au travail. Ce webinaire, on l'a donc pensé, il est vraiment nourri de notre expérience terrain, mais aussi de nombreuses questions et réflexions que se posent les entreprises que nous accompagnons depuis de nombreuses années. C'est comme ça qu'on a eu l'idée de faire ce webinaire et on trouvait intéressant de pouvoir vous apporter toute notre expertise. Durant ces 30 minutes de webinaire, nous allons vraiment explorer ensemble les enjeux humains liés à un projet de restructuration ou de réorganisation et nous verrons surtout comment les anticiper et y répondre de manière concrète et efficace. L'objectif, c'est vraiment de pouvoir vous apporter des clés très pratiques pour accompagner au mieux l'ensemble des parties prenantes tout au long de ces phases de transformation. Pour enrichir cette discussion, j'ai le plaisir d'être accompagnée de deux expertes reconnues, donc Alban Eglinger, qui est avocate associée et co-responsable du pôle droit social au sein de KPMG Avocats, qui va nous apporter tout au long de ce webinaire son éclairage juridique sur les obligations et aussi les responsabilités de l'employeur. Bonjour Alban. Et je serai également accompagnée de Sandrine Petrina, qui est responsable des ressources humaines et qui a pu accompagner plusieurs entreprises nationales et internationales à travers de nombreux projets de réorganisation. Et de ce fait, elle pourra nous partager son retour terrain et surtout les bonnes pratiques qu'elle a pu mettre en place. Pour Bonjour. rappel, bien sûr, bonjour. Bonjour à tous. Pour rappel, nous aurons le temps à la fin de ce webinaire de répondre à toutes vos questions. Donc, on vous encourage à pouvoir poser toutes les questions que vous souhaitez sur le chat sur Teams. Et pour rappel, il existe une petite option sur Teams où vous pouvez poser vos questions anonymement si vous le souhaitez. Donc, n'hésitez pas, on reviendra à la fin de ce webinaire pour répondre à toutes vos questions. Avant de commencer, pour aller un petit peu plus loin dans ces réflexions, un petit rappel concernant les projets de réorganisation qui s'intensifient. Donc, depuis ces 2 dernières années, c'était un peu plus calme après le Covid, mais depuis 2022, il y a une reprise des projets de réorganisation. Fin 2024, le journal Le Monde titrait Défaillance d'entreprise, plans sociaux, restructuration, une marée montante. France Info aussi, il y a quelques temps, parlait de vagues historiques de défaillance d'entreprises. Et fin 2024, les derniers chiffres qu'on a portent sur le fait que 200 000 emplois en France étaient menacés par une procédure collective. Ces derniers mois aussi, on a pu voir dans la presse que de grands groupes qu'on pensait loin des projets de réorganisation ont annoncé des plans sociaux. Donc, on voit que ces derniers temps, les projets de réorganisation se multiplient et génèrent souvent des impacts humains majeurs qui peuvent être parfois sous-estimés. Selon l'ANACT, il y a un baromètre qui est sorti, près d'un salarié sur 2 déclare justement avoir vécu une transformation qui a été mal accompagnée avec des effets soit sur l'engagement, le stress ou sur la santé mentale. Donc Sandrine, la première question que je peux avoir un peu en tête et qui me fait penser à votre expérience, c'est justement comment on peut détecter, accompagner des salariés en difficulté à la suite de l'annonce d'un projet de réorganisation qui, le sait, peut être impactant pour les salariés.
Merci Vanessa. Effectivement, juste avant de répondre à la question, je voulais juste faire un rappel, mais très bref, sur la nécessité pour les entreprises vraiment d'anticiper et de réfléchir avant le lancement du projet sur la mise en place de dispositifs qui vont aider les équipes RH, mais pas seulement. On n'a pas que les équipes RH qui sont impliquées dans un projet de restructuration ou de réorganisation, à pouvoir détecter les situations problématiques des salariés. Et ça, de la même façon qu'on travaille sur un rationnel économique quand on lance un projet ou sur les mesures d'accompagnement qui vont aller avec, on doit travailler sur les dispositifs qui vont être mis en place. Et je pense qu'Alban va revenir sur le caractère de toute façon obligatoire de ce type de dispositif. Alors, la détection de salariés en difficulté, elle va s'appuyer sur une observation des comportements et surtout une observation des changements de comportement ou d'attitude. Alors ça va passer par une baisse de motivation, par une baisse de performance. Ça peut aussi passer par des situations de stress ou d'agressivité qu'on va pouvoir détecter au moment de réunions d'équipe, par exemple. Et ça va nous être remonté par les managers, on va le voir tout à l'heure. On va pouvoir aussi suivre le taux d'absentéisme, qui est normalement un indicateur standard suivi par les entreprises. Là, je pense qu'il faut s'y attacher un peu plus, et notamment sur les arrêts maladie de courte durée et répétitifs. On s'est aperçu qu'effectivement, des salariés qui n'arrivent pas à tenir sur la durée ont parfois besoin de s'arrêter souvent pour des courtes durées. Et ça peut être un signe d'anxiété ou de début de stress et qu'il va falloir traiter. Donc, c'est important de regarder aussi cet indicateur-là. Alors, dans les entreprises aujourd'hui, on a peut-être la difficulté où on a des situations de télétravail. Et effectivement, pouvoir identifier des salariés en difficulté s'avère plus difficile quand on a moins l'opportunité de rencontrer physiquement les salariés. Dans les entreprises que j'ai pu accompagner, on avait un accord de télétravail très large, avec même des situations de télétravail à 100%. On avait une grande partie de la population qui ne venait pas du tout dans l'entreprise, parfois une fois par mois, mais pas plus. Donc là, vraiment, on avait pas d'occasion de rencontrer physiquement les salariés. Donc, dans ces cas-là, il faut vraiment prévoir et planifier des moments de communication réguliers, à distance. Alors, ça peut être des réunions individuelles avec des salariés. Alors, à l'occasion, les équipes RH peuvent avoir des moments d'interaction avec des salariés. Donc là, c'est vraiment le moment d'essayer de prendre le pouls, de sentir comment vont les salariés. Alors, ça peut être donc ces échanges individuels, ça peut être des réunions d'équipe qui vont vraiment permettre de prendre le pouls, de permettre également aux salariés de poser leurs questions, parler de leurs préoccupations. Donc, ce sont vraiment des moments qu'il faut absolument planifier et tenir sur la durée. Un plan de restructuration, de réorganisation peut parfois durer plusieurs mois en fonction de l'ampleur du plan. Donc, il faut pouvoir vraiment tenir ces réunions-là de façon très régulière pour permettre une interaction régulière avec les salariés. Donc, on s'est aussi rendu compte là, on se rend compte là, que l'implication des managers, elle est primordiale. Ce sont eux qui sont en direct avec leurs salariés, qui les connaissent bien et qui sont à même de pouvoir déceler un changement dans leur attitude. Donc, il faut former les salariés, il faut les sensibiliser à repérer les signaux de détresse et à accompagner leurs équipes de façon efficace. Il faut leur donner les outils, il faut qu'ils puissent être en mesure de répondre de façon appropriée, c'est jamais simple, mais aux interrogations, aux préoccupations de leurs salariés. On reviendra sur leur rôle essentiel un petit peu plus tard dans la conversation. Un des dispositifs que j'estime de grande efficacité, ça a été vraiment dans les entreprises que j'ai pu accompagner, c'est de mettre en place un système de soutien psychologique. Alors, on est passé par Workplace Option dans les entreprises que j'ai suivies, et on a mis en place une cellule d'écoute avec un psychologue du travail présent. Je vais y revenir dans la seconde question plus en détail.
il est important dans ces situations de réorganisation, et notamment quand on sent qu'on a des salariés qui sont en difficulté, il faut pouvoir à un moment s'appuyer sur des professionnels. Les ressources humaines, elles ont beaucoup de compétences, mais parfois pas de compétences spécifiques, ou en tout cas assez importantes en psychologie. Et il est important de pouvoir faire appel à des professionnels qui vont aussi nous aider à détecter ces salariés en difficulté, à les suivre également et à prendre les actions nécessaires et à les réajuster, parce que ça c'est important aussi. On a tout au long du projet, il faut aussi se reposer à chaque fois la question de ce que je mets en place. Est-ce que ça fonctionne? Est-ce que ça marche plus ou moins bien? Qu'est-ce que je dois changer? Qu'est-ce que je dois améliorer? Et ces professionnels-là peuvent vraiment nous aider à le faire. Voilà les éléments de réponse, je dirais, à cette première question, même si détecter des salariés en difficulté, c'est pas si simple que ça, mais sont des petits outils qui permettent de continuer à prendre le pouls de l'entreprise. Et ce qui est important, je pense aussi, Sandrine, c'est ce que vous signalez, qu'effectivement, un projet de réorganisation, c'est un projet qui dure des mois, parfois le temps qu'il se mette en place, et qu'on soit dans l'organisation cible, on peut être sur même 1 an. Donc effectivement, je pense que tout l'intérêt, c'est de mettre en place des dispositifs et qu'on tienne régulièrement, comme vous disiez, ce suivi qui est assez essentiel, et ne pas se dire qu'on investit tout au début et qu'ensuite on attend de voir. Il y a vraiment cette question de régularité et de soutien dans le temps, effectivement, qui est important. Exactement, et de réajustement si besoin. Oui. Parfois. Alors, il y a un rapport un peu de référence en Europe qui a travaillé de manière collégiale sur justement la santé, que ce soit la santé physique ou mentale, lorsqu'il y a des projets de réorganisation. Et on sait que les restructurations vont augmenter sensiblement les facteurs de risque chez les salariés. Mais alors, quand je dis salariés, c'est l'ensemble des collaborateurs, les managers, les élus, au niveau de la direction. Et on sait qu'à l'annonce d'une réorganisation, il y a vraiment les salariés qui vont être exposés à 3 grandes familles de risques. La première, bien sûr, c'est l'insécurité sur l'emploi et sur le travail. Mais il y a également la dégradation des rapports sociaux et aussi l'émergence de conflits de valeurs. Donc, c'est vraiment les 3 grands facteurs de risque qu'on peut percevoir dès l'annonce d'un projet de réorganisation. Et justement, Sandrine, vous nous avez donné des petits tips déjà lors de la première question, mais quelles actions concrètes vous avez pu justement mettre en œuvre pour accompagner les salariés, que ce soit ceux qui sont directement impactés par le projet ou aussi ceux qui sont indirectement impactés, parce qu'on le sait qu'il y a aussi des conséquences sur les personnes qui peuvent rester suite à un projet de réorganisation. Alors, ce qu'on a mis en place en termes dans les premières actions mises en place, et c'est peut-être basique, mais en tout cas, je pense que c'est essentiel, c'est qu'on a refédéré tous les acteurs de la prévention autour du projet. C'est-à-dire qu'on a remobilisé le service médical, le service infirmerie, l'assistante sociale, bon, quand il y en a dans les entreprises, bien entendu, et on a fait en sorte qu'ils soient informés du projet. On les a mobilisés dès le lancement du projet. Alors, c'est pas simple, parce que quand on lance un plan, on a une obligation de suivre certains jalons en termes de communication, un jalon qui correspond aux différentes réunions qu'on a avec les organisations syndicales. Donc, il faut bien sûr informer ces équipes-là, tout en respectant les temps de communication. En tout cas, il est primordial d'expliquer le projet, les enjeux, les conséquences, de façon à ce que, lorsqu'ils sont ils se retrouvent face à des salariés qui puissent expliquer des changements d'attitude ou de plus d'anxiété ou plus de stress. Donc, ça a été important pour nous de les fédérer et également de les impliquer dans les instances ensuite dont on va parler tout à l'heure, le comité RPS ou le CHSCT, enfin, être sûr qu'ils soient bien mobilisés à chaque fois et qu'ils soient aussi acteurs de ce projet-là.
Autre action, j'en ai parlé un petit peu, c'est vraiment la mise en place d'un soutien psychologique dans l'entreprise. Alors, l'entreprise disposait déjà d'un accompagnement standard avec Workplace Option qui permet aux salariés en situation normale, je dirais, d'accéder à des séances de psychologie, quelques séances de psychologie par an pour eux, pour leurs ayants droit et sur des thématiques personnelles et professionnelles. Et on a vraiment souhaité renforcer ce dispositif-là, donc en mettant à la disposition de l'entreprise un psychologue du travail sur place, en présentiel. Donc on a déterminé en fait des permanences sur toute la durée du projet, donc plusieurs jours par mois, pendant lesquels le psychologue du travail était en présentiel dans l'entreprise et également à distance pour les personnes qui ne souhaitaient pas ou ne pouvaient pas se déplacer, afin qu'ils puissent les accueillir donc en toute confidentialité, donc ça c'est très important, et de façon individuelle, les salariés qui souhaitaient le rencontrer. Donc ça c'est vraiment une action assez phare que je trouve très efficace dans la mesure où on peut vraiment s'appuyer, comme je disais tout à l'heure, sur un professionnel et qui va nous remonter aussi des informations au terrain en toute confidentialité, bien entendu, mais qui va quand même nous permettre d'identifier certaines thématiques sur lesquelles travailler. Thématiques qui vont être prises en comité RPS, qui vont être prises dans les CHSCT, qui vont être prises dans le document unique. Alban nous en reparlera tout à l'heure. Donc voilà, c'est essayer d'avoir de la matière terrain sur laquelle travailler. Donc, autre action concrète, la mise en place d'un comité RPS vraiment dédié au projet, où là, on va réunir les acteurs de la prévention ainsi que des membres élus. Très important de les embarquer aussi autour de ce sujet-là. Ils sont en général, ils sont très avides d'avoir aussi des informations et de pouvoir contribuer. L'objectif du comité RPS, c'est clairement de mutualiser les informations, notamment toutes les situations problématiques qui ont pu être identifiées, et de réfléchir aussi ensemble à des actions qui vont permettre de prévenir d'autres risques ou de gérer des risques avérés. Alors, ça, c'est des exemples d'actions assez concrètes et qui ont leur efficacité. Je peux vous parler aussi d'une action peut-être qui a eu un peu moins de succès. Dans notre contexte de télétravail assez répandu, et comme je vous disais, on avait moins l'occasion de dialoguer avec les salariés, on a souhaité mettre en place un dialogue avec les salariés et leur permettre vraiment, et se mettre à disposition. Donc on a prévu dans les agendas des équipes RH des créneaux vraiment dédiés pendant lesquels on n'avait aucune réunion. Et on a communiqué aux salariés en disant, écoutez, tous les mardis, tous les jeudis, de telle heure à telle heure, on est là pour vous. Vous nous appelez, vous venez nous voir. On est à votre entière disposition si vous voulez parler, nous poser des questions ou nous exposer des préoccupations particulières. On avait communiqué sur cet agenda auprès des salariés, bien entendu. Et il s'avère qu'on a eu très, très peu de sollicitations de collaborateurs. Alors ça peut s'expliquer, il y a toujours une peur ou une anxiété dans ces contextes de réorganisation, et clairement les salariés ont préféré s'adresser à leur manager directement, voire aux organisations, aux membres élus des organisations syndicales de l'entreprise pour exprimer leurs préoccupations ou poser leurs questions. Alors c'est là que la formation des managers et également des membres élus à la prévention des RPS, à la sensibilisation des RPS, elle s'avère capitale. Ils sont, je le disais tout à l'heure, ils sont en première ligne, ils sont eux-mêmes très sollicités. Souvent, les membres élus sont excessivement sollicités pendant les périodes de plan. Il faut leur donner aussi les outils et les clés pour recevoir les salariés et les aider dans leur questionnement. C'est intéressant, Sandrine, ce que vous dites, parce que là, vous évoquez l'ensemble des acteurs, et je pense qu'effectivement, pour accompagner le changement, il faut à la mobilisation de l'ensemble des acteurs d'une entreprise et effectivement aussi des élus, bien sûr. Et merci d'avoir partagé vos bonnes pratiques et aussi une pratique que vous pensiez efficace et qui ne l'a pas été, d'expliquer les raisons. C'est toujours intéressant aussi de voir. Et comme vous le disiez, ça permet de pouvoir réajuster à tout moment du projet
les actions qu'on met en place et de pouvoir les évaluer. Donc, merci pour ces bonnes pratiques RH. Bien sûr, dans un projet de réorganisation, ce qui va être important, c'est la dimension juridique, qui est vraiment incontournable. On le sait, en matière de santé mentale au travail et de prévention des risques psychosociaux, il y a des obligations de l'employeur qui sont encadrées par la loi. Donc, Alban, je m'adresse à vous. Pouvez-vous justement nous rappeler ces obligations légales en matière de prévention des risques psychosociaux et sont-elles plus spécifiques lors d'un projet de réorganisation? Oui, Vanessa. Alors, tout d'abord, il faut rappeler le principe général par lequel l'employeur est tenu à une obligation de sécurité à l'égard des travailleurs dans tous les aspects de la vie au travail et qu'il doit mettre en place des mesures visant à assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, notamment en identifiant les risques et en les prévenant. Et cela est prévu aux articles L4121-1 et L4121-2 du Code du travail. Et puis, il y a une jurisprudence constante sur le sujet. Donc, pour répondre à votre question, il n'existe pas de texte spécifique qui est prévu par le Code du travail en cas de réorganisation sociale. C'est le droit commun qui s'applique, celui que je viens de mentionner. Mais néanmoins, tout cela doit se faire dans un cadre particulier. Donc, quand là, on parle que le salarié doit assurer la sécurité et protéger la santé mentale, là, on vise les RPS. Donc, dans le cadre général de sécurité de l'employeur, quand il met en place une réorganisation sociale, un plan de départ volontaire, un PSE, rupture conventionnelle collective, l'employeur est tenu dans ce cadre-là d'évaluer les risques que la mesure est susceptible de faire courir aux salariés sur leur santé mentale et prendre les mesures nécessaires tant pour les salariés qui partent, mais comme le disait très justement Sandrine, pour ceux qui restent également, parce que cela a un impact non négligeable pour eux. Et justement, Alban, quelles sanctions ou risques juridiques l'entreprise encourt en cas de manquement à cette obligation de sécurité liée au RPS? Est-ce qu'un employeur, par exemple, dans le cadre d'un projet de réorganisation, même s'il n'y a pas de texte spécifique, comme vous le disiez, est-ce qu'il peut être tenu responsable juridiquement si un projet de réorganisation génère du stress, des burn-out chez les salariés? Qu'est-ce que dit la loi, la jurisprudence sur ce sujet? Alors, en fait, là, on revient encore au droit commun. Donc, le principe général, c'est en cas de manquement à son obligation de sécurité, l'employeur, lui, engage sa responsabilité, sauf s'il démontre avoir pris les mesures générales de prévention nécessaires et suffisantes pour éviter ces risques. Donc, en cas de contentieux, ce sera apprécié également par le juge de fond. Alors, le problème est toujours, et c'est toujours la même chose en droit social, qu'est-ce qu'on entend par suffisant? Parce qu'on a des faisceaux d'indices qui nous sont donnés par la jurisprudence, etc. Mais comme je vous le disais précédemment, tout ça, c'est apprécié par le juge du fond. Donc, un juge du fond d'une juridiction peut avoir une vision différente de l'autre juge du fond. Donc, on a des faisceaux d'indices. Mais ce qui est surtout important, c'est que pour justement s'exonérer de sa responsabilité, l'employeur doit montrer qu'il a mis tout en œuvre pour mettre en place des mesures pour prévenir les RPS. Donc, dans le cadre particulier des réorganisations, l'employeur, il n'est pas seul. Et comme on le disait, ce n'est pas le seul acteur de la mise en place d'un plan de réorganisation. Il y a le CSE et les commissions santé et sécurité au travail du CSE, ainsi que l'administration, qui interviennent tout au long du processus. Donc, en fait, l'employeur doit bien sûr anticiper et évaluer les conséquences de la réorganisation sur la santé et sécurité mentale des travailleurs. Donc, pour ceux visés par le départ et ceux qui restent, parce que ça va avoir un impact sur la charge de travail, peut-être qu'il y aura des mutations géographiques, etc. Donc, voilà, donc il doit vraiment évaluer toutes les conséquences, mettre en place des mesures précises et concrètes de prévention et de protection.
Et en fait, tous ces éléments, une fois que ça a été anticipé et vu, mais comme vous le disiez, une réorganisation, ça peut durer longtemps. Donc, il y a une première anticipation, mais tout ça doit évoluer. Et en fait, ces éléments doivent être développés dans une note qu'on appelle plus communément livre 4. Ce livre 4 qui doit être adressé au CSE et sur lequel le CSE doit donner un avis. Donc, si on prend plus particulièrement le cas des PSE, l'article L 1233-30 du Code du travail prévoit qu'en cas de CSE, le projet de licenciement collectif et notamment ses conséquences sur les licenciements projetés doit faire l'objet d'une consultation du CSE. Et également tous les cas de conséquences en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail. C'est également l'article L 1233-31 qui prévoit ça. Donc, le CSE est un acteur important. Il doit avoir des échanges sur cette note. La note doit être préparée et anticipée par l'employeur, mais ensuite, comme ça doit faire l'objet d'un avis du CSE, il peut y avoir des échanges et comme disait Sandrine, les élus sont des acteurs importants parce qu'ils sont le réceptacle des commentaires des salariés, des questionnements des salariés, donc ça permet d'enrichir ce document. Donc, mis à part le CSE, l'administration joue aussi un grand rôle sur ces mesures de prévention, puisque quand on met en place une réorganisation sociale et notamment un PSE, tous ces documents, le livre 4 doit être envoyé en parallèle. Quand il est envoyé au CSE, il doit également être envoyé à l'administration. Donc là, elle a déjà, elle va voir, l'administration va regarder ces documents, va échanger, va faire des propositions, formuler des observations et effectivement, si l'analyse n'est pas suffisante, elle peut délivrer des injonctions. Donc voilà, donc il y a aussi en pratique des échanges sur ce livre 4 entre le CSE, l'administration et l'employeur. Deuxième rôle de l'administration, c'est au moment de l'homologation ou de la validation, l'administration doit contrôler la régularité d'informations de consultation, que l'employeur a bien fourni tous ces documents et si vraiment les actions ont été menées, sont adaptées et que les mesures ont bien été identifiées et que les risques ont été identifiés, que des mesures spécifiques ont été prises pour y remédier. Si l'administration estime que ce n'est pas le cas, elle ne va pas homologuer ou valider le PSE. Donc là, l'employeur devra revoir sa copie. Donc, normalement, une fois, si l'administration valide ou homologue, là, quand même, en cas de contentieux, parce que cette décision de l'inspection du travail peut elle-même faire l'objet d'une demande en annulation devant les juges. Mais dans ce cas-là, et le salarié peut également demander, si la décision a été annulée, peut demander des dommages et intérêts au prud'homme. Là, dans ce cas-là, l'employeur aura des éléments pour prouver s'il a bien fait les choses, qu'il a vraiment identifié et évalué ses risques et mis des mesures en place. Donc, cela viendra finalement amoindrir sa responsabilité. Ça lui donnera des éléments en cas de mise en cause de sa responsabilité. Donc, voilà. Et comme disait Sandrine, dans ce cadre-là aussi, il faut également actualiser le DURP, qui est un document qui doit évoluer dans l'entreprise, alors dans le cas d'une réorganisation ou autre. Donc, en fait, voilà, ce qui est important pour l'employeur vis-à-vis de sa responsabilité, c'est de montrer il puisse démontrer qu'il a échangé sur ces sujets tant avec le CSE et l'administration, et ça lui permettra, en cas de contentieux, d'exonérer sa responsabilité. Merci Alban pour cet éclairage. On s'aperçoit effectivement aussi que dans les projets de réorganisation, le manager est souvent le premier relais, même parfois le premier tampon entre la stratégie et le terrain. L'étude Gallup montre que les managers contribuent à 70% justement dans l'engagement de leur équipe, ce qui leur confère un rôle très central, très principal dans cet engagement. Et pourtant, une enquête assez récente de Robert Walter mentionne qu'un manager sur 3 déclare ne pas être formé sur ce poste.
sachant que ce rôle est d'autant plus difficile en période de transformation. Sandrine, justement, on a commencé à évoquer la formation des managers, mais est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur comment préparer justement les managers à jouer ce rôle essentiel d'accompagnateur au changement? Donc, on a parlé de formation. Alors, je dirais même avant la formation, ici, il faut les informer, les managers. Alors, on est toujours pris entre le PSE où on ne peut pas dire ce qu'on veut quand on le veut, et on doit être extrêmement vigilant sur ce point-là. Et en même temps, il faut pouvoir aider les managers à répondre aux préoccupations, aux questions de leurs équipes, parce qu'ils sont aussi très sollicités. Donc, il faut essayer, en tout cas, au moins donner de la visibilité sur le planning. Un PSE, c'est long, on l'a déjà dit, avec des jalons. Bon, on peut essayer de communiquer sur ces jalons et donner un peu de visibilité aux managers. Ça va permettre pour eux de répondre à certaines questions de leurs collaborateurs, pas tout, mais quelques-unes. Donc, nous, ce qu'on avait fait, c'est d'avoir vraiment des points réguliers, hebdomadaires avec les managers. Alors, ça durait un quart d'heure, 20 minutes. Des fois, on n'avait rien à dire parce qu'on ne pouvait rien dire, mais c'était au moins leur permettre, déjà nous, de leur donner l'information la plus à jour possible et de leur permettre, nous, de nous faire part des remontées terrain, des préoccupations, des questions. Ça permettait vraiment à chacun de s'ajuster par rapport à ça. Alors, la formation, bien entendu, très importante. Nous, on les a formés, comme je disais tout à l'heure, à la prévention des RPS. On a aussi été un petit peu plus loin que ça, avec le psychologue du travail d'ailleurs. On a mis en place en fait des ateliers. Le psychologue nous avait alerté sur des remontées terrain de managers, un manager en particulier qui avait évoqué en fait des situations conflictuelles au sein de ses équipes, et il nous avait paru important de pouvoir développer ce thème-là auprès des managers. Donc, des ateliers avaient été organisés avec les managers qui le souhaitaient, bien entendu, et le psychologue, chacun donc évoquant les cas concrets et avec l'objectif de pouvoir leur donner un peu d'outils, de clés pour essayer de gérer ces situations conflictuelles. Donc ça aussi, c'est un bon outil pour les managers. Ça leur permet aussi à eux de s'exprimer et pas seulement être un peu les passe-plats, je dirais, entre la direction et les salariés. Et c'est dans ces moments de réorganisation, de restructuration, qu'en fait, tout ce qu'on fait dans le développement des compétences interpersonnelles, je dirais, des managers prend son sens. En fait, tout au long des années où on peut former les managers à l'écoute active, à la gestion des conflits, toutes ces compétences, un peu ce qu'on appelle les soft skills, ça prend tout son sens au moment où on doit compter sur eux pour être les acteurs aussi du changement en période de réorganisation. Donc, il y a vraiment la communication régulière qui est importante selon vous, et effectivement les formations qui sont faites tout au long de la carrière d'un manager et qui sont renforcées dans l'épisode de changement avec des formations qui vont être un peu plus spécifiques pour les accompagner. Exactement, tout à fait ça. Donc effectivement, on s'aperçoit que les projets de réorganisation forcément va influer sur l'engagement, et nous savons maintenant depuis de nombreuses années que l'engagement est un des facteurs clés de la santé au travail, mais aussi de la productivité et de la rentabilité d'une entreprise. Sandrine, justement, quelles sont un peu les clés pour accompagner les salariés et comment recréer un climat de confiance et de motivation après une transformation qui est profonde? Comment vous avez pu mettre en place des actions justement pour cette période post-réorganisation? La période post-réorganisation, elle n'est pas simple parce qu'on se retrouve avec des salariés qui sont souvent qui sont moins motivés, qui vont être peut-être moins performants, qui vont se sentir très anxieux, qui ont peur du prochain plan. C'est souvent ce qu'on entend. Quand est-ce que c'est le suivant, et on a un fort risque, et ça peut arriver à avoir aussi des démissions dans les mois qui viennent. Qui suivent des démissions, et souvent ce sont des compétences clés qui vont partir. Donc en fait, il faut essayer, on a plusieurs leviers sur lesquels on peut agir. La première chose qui reste
pour moi importante, c'est la communication. Il faut vraiment donner, il faut qu'elle soit la plus transparente possible. Alors je sais que c'est pas facile parfois dans les groupes où il y a des changements de stratégie, où on n'a pas des visions très très précises à court, moyen ou long terme. C'est compliqué de donner des informations très précises, mais en tout cas il faut continuer à avoir des points réguliers avec les salariés sur la marche de l'entreprise, sur les nouveaux projets, les réussites. Voilà. Essayer de continuer à les intéresser à l'entreprise et à montrer aussi les points positifs, hein, parce que forcément il y en a. Il faut aussi leur donner les moyens à ces salariés de se sentir plus à l'aise ou plus confiants dans leur poste. Et je pense que là, la formation, elle est très importante. Il faut vraiment continuer à développer leurs compétences. Il faut les aider à en acquérir de nouvelles. Hein. Il faut qu'ils se sentent plus armés par rapport à des nouvelles exigences de métier, de travail. Donc, je pense qu'il faut mettre l'accent sur le plan de développement des compétences. S'il y a un moment où il faut renforcer le plan, c'est dans ces périodes-là, hein, où il faut donner la possibilité aux salariés de se sentir plus armés par rapport à la demande. Après, il faut poursuivre les dispositifs de soutien psychologique. Je pense que c'est important. Il faut continuer à communiquer dessus. On a des salariés qui en fin de PSE, peuvent ressentir du stress, de l'anxiété. Donc, il faut vraiment continuer à communiquer sur ces dispositifs quand ils existent. C'est très important. On va encore continuer à se reposer sur nos managers pour qu'ils poursuivent leurs réunions régulières avec leurs salariés. Il faut aussi les inviter en fait à mettre en place des mécanismes un peu de reconnaissance. Essayer de valoriser leurs employés. Alors, dans les entreprises, parfois, on a des dispositifs de reconnaissance qui existent. Hein. On a quelquefois en réunion trimestrielle, on peut féliciter des équipes sur la réussite d'un projet. Voilà, je pense qu'il faut que les managers ils puissent vraiment utiliser toutes ces initiatives qui existent. Sûrement, enfin, dans la plupart des entreprises, il y a des petites initiatives comme ça. Il faut vraiment qu'ils capitalisent sur ces initiatives-là pour donner de la reconnaissance à leurs salariés et les mettre en valeur. Il faut aussi donner la possibilité aux salariés de s'intéresser à des initiatives, à des projets, hein, et leur donner la possibilité aussi de sortir un peu de leur cadre, je dirais, habituel. Au niveau de l'entreprise, il faut travailler sur l'équilibre, continuer à travailler sur l'équilibre vie pro-vie personnelle. Quand on n'a pas d'accord de télétravail, voir la possibilité d'en mettre un en place, hein, qui peut aussi donner des conditions, favoriser les conditions de bien-être dans l'entreprise. Autre mécanisme, on peut essayer de renforcer la cohésion des équipes. Alors, quand on est en fin de PSE comme ça, on a souvent des changements d'équipe, des transformations, avec parfois des référents sur des activités qui sont parties, des activités qui ont été transférées à d'autres équipes. Et on se retrouve des fois dans des situations un peu de flou, de méconnaissance. Et ça peut créer de la crispation. Je vais prendre un exemple un peu très concret. Dans des projets que j'avais accompagnés, on avait des réductions de postes d'assistantes. Et il s'avère qu'une des missions de ces assistantes-là, c'était des notes de frais. Il y a eu un couac à un moment où il n'y avait plus de référents notes de frais. Et là, on a senti une vraie crispation au niveau des salariés. Les notes de frais, ça touche au porte-monnaie, hein, donc c'est quand même des points importants. Et il a fallu vraiment recommuniquer tout de suite sur le nouveau process, voilà, redonner de la visibilité sur qui fait quoi, qu'est-ce qui a changé, quelle équipe fait quoi. Alors ça, toutes ces thématiques-là, elles peuvent être aussi élaborées on peut mettre en place des petits déjeuners thématiques, des déjeuners thématiques, vous voyez, où les équipes, les nouvelles équipes peuvent venir présenter leurs activités. Enfin voilà, il faut essayer de
réexpliquer un peu ce qui a changé dans l'entreprise et redonner les repères aux salariés. Et il y a peut-être un point de vigilance sur lequel je peux insister, c'est que parfois dans ces moments-là où on est en discussion beaucoup sur l'après des PSE, on peut être amené à dire on va faire une enquête de satisfaction, on va essayer de faire des sondages pour voir où on en est au niveau des salariés. Il faut être très vigilant par rapport à ça. En général, les membres élus sont très, très, très friands, très avides de mettre en place ce type de sondage. Il faut être, quand on met en place ce type de mécanisme, il faut être sûr qu'on a les moyens et les ressources pour y répondre, parce que sinon on va créer plus de frustration qu'autre chose. Donc ce sont de bons dispositifs, mais il faut être conscient qu'autour il faut y mettre les moyens, les ressources, si on veut qu'on puisse en tirer quelque chose de positif et de réussi pour l'entreprise. Ouais. Donc voilà quelques petites activités. Pardon. Ouais. Je vous rejoins, Sandrine, parce qu'effectivement, nous, on ne préconise pas notamment de faire la mise en place de diagnostics QVT, RPS, juste à la suite d'une réorganisation, d'avoir un temps aussi de digestion et d'organisation cible avant de le faire. Et effectivement, ce qui est important lorsqu'on met en place des diagnostics, c'est de pouvoir ensuite avoir les leviers d'action. Et si on sent qu'on n'a pas les leviers d'action à un moment, je pense mieux vaut ne pas les mettre en place ou les différer dans le temps que effectivement être plus dans de la frustration des salariés qui auraient été entendus mais où des actions ne sont pas mises en place. Donc effectivement, je vous rejoins dans la pratique, c'est pas ce qu'on recommande. En tout cas, je tenais à vous remercier, Alban et Sandrine, pour ces échanges qui ont été très riches et vraiment très pratiques. Je pense que ce qu'on peut retenir de la réussite d'une transformation, c'est qu'effectivement, la qualité du pilotage, bien entendu, compte, mais il y a aussi la qualité de l'accompagnement humain et que chaque personne dans l'entreprise, que ce soit les managers, les élus, la direction, les partenaires sociaux, chacun a un rôle clé à jouer pour que le projet de réorganisation se passe au mieux. Ça, je pense que c'est assez essentiel. Et avant de clôturer cette session et avant de répondre aux questions, je voulais vous dire qu'à la suite de ce webinaire, il y a un mail qui va vous être adressé afin de répondre à un petit questionnaire de satisfaction qui prend très peu de temps à répondre. Et vous aurez, si vous le souhaitez, la possibilité de prendre rendez-vous avec moi si vous voulez affiner justement ces questions et qu'on puisse échanger sur ce sujet. Maintenant, je vais prendre un peu de temps pour répondre aux questions. Je crois que j'en vois une. Donc, s'il y avait une seule chose à retenir pour accompagner humainement les transformations en entreprise, quelle serait-elle selon vous? Est-ce que, voilà, si on avait un grand message clé à faire passer, qu'est-ce que vous pourriez dire sur ce sujet, Sandrine ou Alban? Je crois que ce qui est important, c'est exactement ce que vous venez de dire, Vanessa, c'est que quand on lance un plan comme ça, il faut vraiment mobiliser tous les acteurs autour de ce projet-là. Il ne faut pas que ça reste, par exemple, au niveau de l'équipe RH. Il faut vraiment que tout le monde, les managers, les services médicaux, l'infirmerie, le psychologue du travail soient vraiment embarqués autour du projet-là et puissent communiquer, mutualiser leurs informations. C'est vraiment ça ne doit pas rester sur l'équipe RH, parce qu'on a toujours tendance à penser que l'équipe RH elle va tout piloter. Ça marche pas comme ça et ça ne peut pas avoir de bons effets. Il faut vraiment embarquer tout le monde. Il faut être dans une espèce de notion de partenaire. Je crois que c'est ça qui est important. C'est vraiment ça qui est important. Alban, est-ce que vous voulez ajouter Non, mais moi je suis d'accord, la loi fixe un cadre, après il y a la loi et après il y a l'humain, donc effectivement il faut plus considérer les élus et même l'administration, parce qu'en pratique l'administration est très aidante et il ne faut pas l'oublier je pense, quand on met en place des réorganisations sociales, parce qu'ils sont très à l'écoute de tout le monde, ils proposent des solutions, ils voient beaucoup de choses passer et il ne faut pas, je pense, se placer que dans le cadre de comment exonérer ma responsabilité et tout. Enfin, voilà, le cadre est fixé, il faut le suivre.
Et je sais qu'à une époque, il y a quelques années, quand la loi a changé, qu'on a remis l'administration dans le process de réorganisation, ça fait un peu grincer des dents. Et avec un peu de recul, on se rend compte que c'est plutôt bien et qu'ils sont plus dans l'accompagnement que dans le contrôle, totalement carré, quoi. Voilà. D'accord. Je vous rejoins complètement, Alban, hein, dans les derniers projets que j'ai pu suivre. On a vraiment été en lien avec l'administration au tout début du projet, et notamment sur les aspects de prévention des risques et RPS. Effectivement, ils sont aidants, ils sont de bons conseils. Il faut essayer d'entrer dans cette relation-là, hein, de partenaire, hein, sinon ça mène à rien, et de la même façon qu'avec les élus, en fait, hein. Et parce que le but, c'est que ça se passe, parce que le but au final, c'est que ça se passe bien, hein, c'est qu'on n'ait pas de difficultés, hein, c'est qu'on n'ait pas de gros couacs pendant le PSE. Donc on a tous le même objectif. Donc on doit se retrouver, hein, autour de cet objectif-là. Et d'éviter les contentieux. Et c'est vrai que là encore, l'administration est importante, parce que là, ce qu'on voit maintenant, la première chose, en tout cas en cas de PSE, les demandes d'annulation concernent les homologations ou des PSE. Donc, c'est l'inspection du travail, l'administration, qui est mise en cause déjà sur la revue. Donc, elle, c'est un partenaire. Donc, pour éviter le contentieux, je pense qu'il faut vraiment l'inclure dans ses réflexions, et comme vous disiez, Sandrine, dès le début, hein, en amont même, même pour en fait rédiger le livre 4 et autres, on peut déjà commencer à prendre attache avec l'administration pour avoir des propositions, des guidelines ou autres. Tout à fait. En tout cas, on arrive à la fin de ce webinaire. Alban, Sandrine, c'était un plaisir de vous recevoir, même si c'était virtuellement. Nous vous tiendrons informés pour les personnes qui ont participé. Merci beaucoup de votre participation. On vous tiendra informés du prochain webinaire qu'on organisera. Et puis, je vous souhaite à toutes et à tous une excellente journée. Au revoir. Merci, Vanessa. Bonne journée. Encore merci, Alban. Encore merci, Sandrine. Très bonne journée. Merci à vous. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Merci, au revoir.